Alors, on va démarrer ce point d'information dont la modération est assurée par Élise Jouvency, que je présente. Élise Jouvency, tu es actuellement secrétaire générale d'Art en résidence Réseau national. En 2005, pour la Malterie à Lille, qui est membre du réseau Art en résidence, tu développes les modalités d'une typologie de programmes de résidence variés, ainsi qu'une programmation de résidence croisée avec plusieurs pays européens. Jusqu'en 2018, tu coordonnes les activités artistiques et conçois les activités d'accompagnement professionnel des 30 artistes accueillis en atelier. Longtemps engagé au bureau du réseau transfrontalier d'art contemporain 50 degrés Nord, tu as aussi coordonné le SODAVI en région Centre-Val de Loire et l'émergence du réseau régional des arts visuels Devenir Art. Voilà, je vous laisse le micro. Merci. Alors, après ces deux premières tables rondes du symposium, donc tables rondes qui ont présenté les programmes de résidence, différents projets, on souhaitait en fin de journée, avec ce point d'information, revenir sur les conditions, les questions professionnelles touchant aux conditions de mise en œuvre des résidences aujourd'hui en France. On a vu notamment ce matin la place particulière que de la résidence dans un parcours professionnel d'artistes visuels avec des enjeux de professionnalisation, de mise en réseau, de rencontres, d'échanges, de création bien sûr, de production d'œuvres, de recherche et de collaboration. Et demain on verra aussi de mobilité internationale notamment. On a aujourd'hui en France une grande variété de programmes existants grâce à un intérêt fort des structures pour ce format, pour ce cadre de travail particulier qu'est la résidence, et dans une diversité de lieux et de contextes. Et le réseau Art en résidence est aussi le témoignage de cette diversité, puisqu'il regroupe des structures très différentes qui développent aussi des programmes très différents les uns des autres. Au-delà de la richesse que constitue la diversité de ce panorama, à préserver bien sûr pour les structures et pour les artistes, il est important cependant de garantir certains principes dans nos pratiques professionnelles, de manière à construire un socle partagé permettant de considérer la résidence comme un cadre de travail véritablement professionnel. Pour cela, on peut s'appuyer sur des outils existants. Je pense à la circulaire de 2016. D'autres outils se construisent. Et l'objectif de ce point d'information est justement d'évoquer rapidement, hein, on a une heure, différents outils récents développés ces dernières années qui, dans le domaine des arts visuels, qui auraient abouti à nous faire aborder différemment la résidence d'artistes-auteurs grâce à l'émergence d'outils concrets. L'idée est aussi de faire état de réflexions en cours et d'offrir une fenêtre de visibilité sur des chantiers qui sont peut-être un peu moins visibles, mais qui témoignent de travaux à l'œuvre, de choses qui sont travaillées et qui traitent de nouveaux enjeux, peut-être, nouvelles aspirations à faire évoluer encore nos pratiques professionnelles et dont on espère qu'ils aboutissent à court ou moyen terme à la formulation de cadres ou d'outils nous aidant encore à améliorer nos conditions d'accueil mises en place, l'hospitalité mise en œuvre, mais aussi la professionnalité de nos accompagnements. Il s'agira donc pendant ce point d'information de donner la parole sur ces sujets à différents acteurs et actrices de ces évolutions professionnelles ou aspirations à faire évoluer les choses. Avec le ministère de la Culture via la Direction générale de la création artistique, incarnée ici par le délégué adjoint art visuel Simon André de Conchat, remplaçant au pied levé François Quintin, qui n'a pas pu nous rejoindre. Le réseau national art en résidence, représenté ici par sa vice-présidente Nathanaëlle Puot, par ailleurs chargée des expositions et des résidences à la galerie Noisy-le-Sec, Centre d'art contemporain. Le réseau régional Devenir Art, donc réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire, représenté par l'artiste Emmanuelle Lauber, qui est aussi coprésidente du réseau.
et une initiative d'artistes par la présence d'Émilie McDermott, cofondatrice avec Noura Wada du projet de recherche Reproduction. Différentes personnes donc, qui témoignent aussi de tous ces différents endroits et niveaux de la mobilisation qui s'opèrent dans notre secteur pour faire évoluer les pratiques. Alors pour commencer, Nathanaël, pour introduire et expliquer pourquoi Art en résidence propose ce temps d'information aujourd'hui, je vais te demander de revenir peut-être sur les missions d'Art en résidence et de rappeler quelques principes fondateurs qui en font l'identité aujourd'hui et qui, depuis 2010, le placent dans cette dynamique déjà de bonnes pratiques professionnelles. Bonjour à toutes et à tous. Un des principes fondateurs du réseau Art en résidence, c'est la définition de la résidence comme espace de création et de recherche, avant tout. Le réseau s'est créé autour d'une charte déontologique qui fédère tous les membres du réseau, dans lesquels ils se reconnaissent, et qui aborde la résidence du point de vue du temps de recherche et de création, à minima de 70% du temps global de la résidence. Dans la charte, il y a aussi d'autres points qui sont abordés, qui sont les moyens humains, les moyens techniques et matériels, les moyens financiers, la contractualisation, l'évaluation et le statut des œuvres. Et tous les membres du réseau se reconnaissent dans cette charte. C'est pour ça que le réseau n'a pas vocation à fédérer toutes les structures de résidence du territoire, mais par contre, tous les membres du réseau se reconnaissent dans cette charte de bonnes pratiques. Et donc la veille sur les pratiques professionnelles et l'accompagnement des organisateurs et des organisatrices de dispositifs de résidence fait partie d'une des 3 missions principales du réseau. Ça passe par de l'information, du conseil et la création d'outils ressources qui sont des outils pratiques, qui sont liés à des points administratifs, juridiques, au cadre légal de l'activité de résidence, qui peuvent avoir la forme de fiches ressources ou de padlets. Tous ces outils, toutes ces ressources sont accessibles sur le site du réseau. Donc elles sont au départ à destination des membres et elles sont complètement partagées sur le site internet du réseau. La charte également, qui existe dans sa version anglaise pour communiquer avec nos interlocuteurs internationaux. Et donc ils ont vocation, ces outils, à inspirer bien au-delà du réseau pour une amélioration de nos pratiques professionnelles. Et s'adresse aux structures, mais pour nous, il est très important de considérer qu'il s'adresse aussi ces outils aux artistes, parce qu'il précise ce qui est attendu des structures qui les accueillent en résidence. Donc c'est une double lecture qui est possible et qui est cruciale. Comment nous travaillons pour les élaborer? En fait, les 45 membres du réseau se fédèrent autour de projets communs artistiques, mais aussi dans des chantiers, des groupes de travail collaboratifs qui correspondent à des questions qui émanent de nos réunions, de nos moments de rencontre et qui correspondent à une réalité de nos activités professionnelles. Donc ça nous permet de mettre en commun ces questions et d'avancer, de trouver des solutions et de créer ces outils. Alors, différents outils ont effectivement vu le jour ces dernières années, ou d'autres vont voir le jour prochainement. Est-ce que tu peux donner quelques exemples plus précis de ces outils, de leur nature, et évoquer aussi peut-être quelques chantiers internes du réseau et justement les thématiques de ces groupes de travail? Alors, un outil qui a fait date en 2016, c'était le contrat type d'accueil d'artistes en résidence. Le réseau a contribué à sa rédaction avec les organismes professionnels que sont le CIPAC, l'USOPAV et la FRAP. Donc c'est un contrat qui est beaucoup utilisé dans nos structures de résidence. Un autre outil qui a été édité l'année dernière, en 2021, c'est la fiche ressource qui s'intitule «
administrer une résidence d'artiste, quelles questions se poser. Donc, qui concerne les obligations et les bonnes pratiques à différentes phases de la résidence, mais en termes de sélection, de préparation, donc l'accueil des résidents, leur rémunération, les dépenses liées à la résidence, la contractualisation et l'administration et les obligations déclaratives. On a une autre fiche développée, je précise, en partenariat, avec Devenir Art. Devenir Art. Oui. Et une autre fiche ressource qui est en cours actuellement, qui s'intitule Mobilité internationale et réglementation, où celle-ci, elle met un petit peu de temps à sortir. C'est un chantier qui est un petit peu long, qui concerne la mobilité entrante d'accueil d'artistes étrangers en résidence, du point de vue des formalités administratives, donc en termes de visa, autorisation de travail, fiscalité, sécurité sociale. Donc c'est un travail long parce que c'est quand même une responsabilité de donner des informations de cet ordre. Il y a des vérifications à faire et il y a aussi tout un travail de rédaction sur le ton à employer, sur la façon de transmettre ces informations qui sont parfois très complexes pour produire des documents qui donnent des informations qui sont complexes mais accessibles et qu'on ait envie de comprendre et de lire. Voilà. Un autre chantier en cours concerne le barème de rémunération dans le cadre de résidence. Donc là, ce chantier vise à proposer une recommandation tarifaire pour rémunérer le travail de recherche et de création. Donc le travail vraiment de conception et de réalisation d'œuvres et de recherche. Donc c'est vraiment le travail en amont de la diffusion et de l'exploitation de l'œuvre. C'est l'idée de pouvoir proposer une recommandation tarifaire qui rémunère ce travail. Aussi hors les autres champs de dépenses de la résidence, évidemment, qui sont les frais de production, les défraiements, les frais de vie et les droits d'auteur qui correspondent à l'exploitation des œuvres. Donc c'est vraiment le travail de recherche et de création. On a été beaucoup sollicité en fait à ce sujet. C'est pour ça que et il y a aussi le fait que la résidence, souvent dans la carrière de l'artiste, c'est un temps où justement, c'est rare, mais il peut être rémunéré sur ce temps-là. Plus que quand il fait une exposition ou autre. Et du coup, il nous a semblé légitime que le réseau propose son barème de rémunération, surtout que c'est un point qui avait été aussi soulevé dans le rapport Racine, cette difficulté de rémunérer le travail en amont de l'œuvre et qui contribue énormément à la précarité des artistes. Donc voilà, c'est un travail en cours, on est vraiment à l'état de réflexion. On a aussi un groupe de travail en ce moment qui s'intitule « Accueil des familles en résidence », suite à de nombreuses sollicitations aussi d'artistes. Donc là, l'objectif, c'est de créer une fiche conseil pour une prise en compte du temps familial pendant le temps de la résidence ou de la vie de famille pendant le temps de la résidence, que les structures d'ailleurs puissent accueillir ou pas les familles, parce qu'il faut avoir les moyens aussi matériels. Ce sera une fiche ressource qui présentera les enjeux de l'accueil des familles, mais aussi des solutions et des conseils. On a un groupe de travail sur l'accueil d'artistes, auteurs, réfugiés en temps de crise. Autrement dit, comment aborder l'hospitalité de crise, l'hospitalité d'urgence, comment mettre en place des résidences d'hospitalité d'urgence. Voilà, donc c'est un nouveau groupe de travail qui répond aussi, suite à une réalité de nos façons de travailler et des sollicitations que nous avons eues dernièrement. Et on a un autre chantier avec le ministère de la Culture, qui est une charte commune qui permet de définir un socle d'obligations professionnelles attendues des structures qui accueillent des résidences. Mais je ne vais pas détailler ce projet, c'est Simon qui va le présenter. Voilà, donc j'ai fait à peu près la liste. Alors effectivement, Art en résidence et la délégation art visuel du ministère de la Culture travaillent depuis 1 an maintenant à la formulation de cette charte commune qui vise à
offrir des repères d'appréciation des programmes de résidence et vise la montée en qualité des cadres d'accueil, du travail, de l'accompagnement déployé par les structures. Simon, peux-tu nous expliquer la genèse de ce projet et dans quel contexte global de réflexion elle se situe au sein de la Direction générale de la création artistique et l'enjeu pour la délégation des arts visuels de réaliser cette charte de bonnes pratiques? Oui, bonjour à tous. Alors ce travail, il se situe dans une démarche globale qui vise à mieux positionner, à renforcer les résidences d'artistes dans les politiques. Une démarche qui, en 2016, a vu l'aboutissement effectivement de la circulaire relative au soutien de résidences artistiques, la publication du guide du CNAP qui contient le contrat auquel vous avez contribué, qui était un moment important aussi, et un rapport d'inspection de l'inspection du service de l'inspection de la création artistique qui a constitué également un jalon pour poser une politique plus raisonnée et renforcée en matière de résidence artistique. Donc ce travail, il s'inscrit dans une démarche du ministère de la Culture qui vise à professionnaliser, à accompagner la professionnalisation, la structuration du secteur des arts visuels. Et cette professionnalisation, elle passe souvent par l'établissement de référentiels partagés. On va, je crois, beaucoup parler de référentiels. Un référentiel, c'est poser des définitions, repérer des bonnes pratiques et parfois définir des règles contractuelles qui régissent les relations entre les acteurs. Pourquoi régir les relations entre les acteurs? Pour s'assurer que ces relations soient équilibrées et que les résidences soient véritablement au bénéfice des artistes et de leur création. Donc pour cela, le ministère de la Culture finance des réseaux professionnels et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner de manière pluriannuelle le réseau Arran Résidence, de manière à composer des interlocuteurs professionnels qui nous accompagnent dans nos différents chantiers. Mais l'autre aspect de cette démarche plus globale, c'est bien sûr l'amélioration des conditions de travail des artistes et de leur économie. La résidence, c'est un temps de création, un temps de recherche, un temps d'expérimentation. On a vu à quel point c'était déterminant, mais c'est également, et on vient de le dire, absolument déterminant du point de vue économique. C'est un élément qui intègre pleinement leur rémunération et cette prise en compte est tout à fait inscrite dans la démarche du ministère de la Culture pour promouvoir une rémunération plus juste des auteurs. C'est le sens du travail qui a été réalisé et dont vous avez sûrement entendu parler sur le droit d'exposition. Mais améliorer les conditions de travail des artistes, c'est aussi les aider à mieux se repérer dans une offre qui devient foisonnante. Et on a vu à quel point les résidences d'artistes sont souples, parfois très souples. Face à cette diversité, il faut donc poser quelques jalons pour savoir effectivement où se situent les bonnes pratiques professionnelles. Ce travail vise à éviter certaines situations, certaines pratiques dans lesquelles nous ne nous retrouvons pas. Une résidence, ce n'est pas une commande passée à un artiste. Une résidence, ce n'est pas une prestation attendue. Pour se repérer, nous nous sommes dit assez rapidement avec le réseau que nous avions besoin de pouvoir définir clairement et de façon partagée les attendus d'une résidence et ce qui peut justifier un accompagnement de l'État. L'État mobilise depuis plusieurs années des moyens croissants pour accompagner les résidences. En 2021, c'est près de 150 résidences qui ont été accompagnées sur le programme création uniquement. À cela s'ajoutent évidemment différents dispositifs d'éducation artistique et culturelle, des programmes comme le programme Capsule pour les lieux de la photographie, le dispositif de résidence en entreprise, sans oublier bien sûr l'action conduite par les structures labellisées, les centres d'art contemporain, les fonds régionaux d'art contemporain. Et bien sûr un opérateur de l'État, l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour accompagner cette politique, nous disposons déjà d'outils dont on a parlé, la circulaire relative à la création,
au soutien aux résidences, le guide du CNAP qui comporte l'indispensable contrat, mais il nous a semblé nécessaire collectivement d'aller plus loin en nous intéressant aux critères qui permettent d'apprécier la qualité d'une résidence artistique. L'enjeu est donc d'identifier, de promouvoir les bonnes pratiques, mais aussi de se douter de critères d'appréciation, de critères d'évaluation des projets de résidence dans un contexte de renforcement de l'action de l'État en la matière. Alors justement, même si ce document est encore au travail, qu'il doit aussi évoluer, se confronter à d'autres services et d'autres regards, d'autres acteurs et actrices du secteur, est-ce que tu peux quand même revenir et présenter quelques les différentes dimensions, les différents sujets, les différents axes qu'on a imaginés et comment elles s'organisent? Oui, alors, dans son état actuel, c'est un document qui est assez peu, séduisant. Nous avons beaucoup parlé de souplesse, d'adaptation, et moi je vais parler de grille. Aujourd'hui, ce document, il nous a réunis pour décomposer méthodiquement, scrupuleusement, les différentes étapes, les différents aspects d'une résidence artistique dans une approche qu'on pourrait qualifier d'approche utilisateur, on pourrait peut-être plutôt dire approche bénéficiaire. Qu'est-ce qu'une résidence peut apporter, à quel moment, qu'est-ce qu'elle doit apporter, qu'est-ce qu'elle doit mettre à disposition. Donc c'est une grille de lecture, une grille d'analyse, dans laquelle on s'est intéressé d'abord à des catégories de résidences, en s'affranchissant finalement dans notre réflexion de certains critères qui ont été établis par la circulaire de 2016, mais c'était une étape nécessaire. Et cette grille nous a guidés pour essayer de définir quelle est la durée adaptée à certaines catégories de résidences. Nous nous sommes interrogés finalement sur des chapitres. Donc, quelles sont les modalités de sélection ? Comment ces modalités de sélection sont définies? Comment sont-elles connues des artistes? Sont-elles variables? Y a-t-il un appel à candidature? Cet appel à candidature donne-t-il lieu à une indemnisation? Voilà, des éléments comme ça. Nous avons également interrogé les conditions d'accueil. Qu'est-ce qui est offert? Est-ce que c'est une résidence physique? Nous avons questionné l'autonomie de l'artiste dans le projet de la résidence, mais également l'accompagnement proposé, qui est un point déterminant. Cet accompagnement, il nous a guidés vers la question des moyens financiers. Quels sont les moyens financiers qui sont mis à disposition de l'artiste, mais aussi des moyens techniques et logistiques. Quelles sont les compétences qui sont mises à la disposition de l'artiste? Et enfin, c'est la question de la présentation au public des projets connexes et de la manière dont ils sont prévus ou non dans les projets de résidence. Donc ce travail d'analyse point par point, il vise à établir un référentiel commun, un socle de bonnes pratiques. Il n'a pas pour but de pointer des mauvais élèves, mais plutôt de valoriser des spécificités qui peuvent être offertes dans certaines résidences, proposer un partenaire de diffusion, offrir la possibilité d'accueillir des collaborateurs, des familles, mettre à disposition une expertise technique. Tous ces éléments-là, s'ils sont bien identifiés, s'ils sont énoncés, ils contribuent à mieux orienter les artistes et à ce que chacun collabore en connaissance de cause. Cette base, nous souhaitons qu'elle puisse nous permettre de poursuivre le travail dans plusieurs directions. D'abord, nous souhaitons pouvoir proposer au CNPAV, le Conseil national des professions des arts visuels, de s'en saisir, parce que c'est un lieu où on peut interroger les représentants des artistes, mais c'est un lieu aussi où nous sommes dans une concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Il nous semble que notre analyse, il est très important qu'elle soit partagée. Et nous espérons que cette base nous permettra aussi d'enrichir, peut-être de faire évoluer le guide du Centre national des arts plastiques vers, pourquoi pas, un guide des bonnes pratiques en matière de résidence artistique.
Et enfin, en fonction de ces débats, de ce travail qui va se conduire dans le courant de l'année 2022, ça pourra nous conduire à infléchir aussi nos critères d'accompagnement, avec l'objectif de poser les bases d'un accompagnement peut-être plus pérenne de certains projets de résidence qui s'engageraient dans des pratiques vertueuses. Merci. Donc on espère avancer sur ce travail et le voir aboutir. Il y a encore un peu de travail, effectivement. Tous ces documents, fiches conseils, guides de bonnes pratiques, fiches ressources, sont importants, effectivement, parce qu'ils offrent des repères importants dans un secteur qui manque de structuration et dans un registre d'activité, comme tu l'as dit, celui de la résidence, qui est encore caractérisé aujourd'hui par une diversité d'approches et d'éthiques. Notamment sur la façon de considérer la résidence et le travail qui s'y déploie. Sur cette question, Emmanuel, devenir art à un niveau territorial et dans le cadre du SODAVI a mené une réflexion pour aboutir à une charte déontologique, une charte de bonnes pratiques, des bonnes pratiques, et un référentiel de rémunération aussi, qui propose plusieurs repères de rémunération et notamment une ligne sur la rémunération dans le cadre de résidence. Est-ce que tu peux nous présenter les principes de ce barème de rémunération sur la question des résidences et les modes de calcul retenus ? Alors, je vous fais une rapide présentation du réseau Devenir Art. Donc, c'est le réseau des arts visuels de la région Centre-Val de Loire, qui est assez récent, qui a débuté en 2018 pendant le SODAVI et qui s'est autonomisé en 2020. Donc, c'est un réseau qui permet de créer du lien entre les acteurs et les actrices des arts visuels dans notre région, de valoriser les arts visuels auprès des décideurs, des collectivités locales, du public, de créer des outils, des données, des informations. Il cherche aussi à améliorer la visibilité des artistes de la région. Donc actuellement, on a 2 salariés. Pour vous donner une idée de la taille un petit peu du réseau, on a 2 salariés, une chargée de coordination et une chargée de communication et de documentation. Et le réseau va s'enrichir très, très rapidement d'un 3e salarié, peut-être même 4. Donc on a 137 adhérents, adhérentes, 100 personnes physiques, dont 81 artistes et 37 personnes morales. Les personnes morales étant dans l'ensemble des lieux de diffusion, des lieux d'exposition, de résidence, des écoles d'art, etc. Donc, au sein de ce réseau, on travaille par commission. Actuellement, on a 7 commissions et les commissions donc, travaillent sur les thématiques qui sont sélectionnées au sein du conseil d'administration. Donc, on travaille sur la rémunération des artistes, les conditions de travail, la visibilité des artistes. On a un projet DDR en Centre-Val de Loire, la présence d'artistes en milieu non artistique, le partage de ressources et les lieux de création, les ateliers. Donc, la commission qui s'appelle Déontologie et rémunération des artistes, donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc elle a abouti il y a 1 an à la mise en place d'une charte de bonnes pratiques et d'un barème de rémunération. Alors c'est ce que vous avez à l'entrée. Il reste quelques documents à l'entrée et à l'intérieur, au milieu, il y a le barème de rémunération. Donc dans nos commissions, on travaille à plusieurs et on mixte les différentes activités professionnelles, c'est-à-dire que dans chaque commission, il y a des artistes, des lieux de diffusion, grands et petits, et des commissaires d'exposition. On essaye d'équilibrer un petit peu chaque corps de métier. Et alors on y arrive plus ou moins en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc dans la commission charte de pratique équitable, nous étions 7, 4 artistes, un commissaire d'exposition et 2 directrices de lieux de diffusion. Et sur ce référentiel spécifiquement, on a travaillé plutôt à 3, 2 artistes et une directrice de lieu de diffusion. Alors, on s'est basé sur l'existant pour partir. Donc, principalement le référentiel qui existe du réseau Astre, celui du CAP, et un référentiel canadien qui s'appelle le CARFAC. Donc, du référentiel canadien, on a gardé l'idée des 3 catégories de structures que vous voyez ici.
Et ça nous a semblé intéressant parce que effectivement les moyens financiers des structures sont très différentes en fonction de la taille et on voulait pas pénaliser les petites structures avec peu de moyens, mais par contre on voulait encourager les grosses structures qui perçoivent beaucoup de financement de l'État à rémunérer un peu plus correctement les artistes. Donc tout ça s'inscrivant tout de même sur fond de situations financières problématiques pour les artistes, de tarifs, les tarifs qu'on indique sont des tarifs minimaux. Et sinon, dans l'absolu, il n'y a pas fondamentalement de raison de rémunérer moins ou plus un artiste suivant le lieu où il expose, le travail de l'artiste restant le même. Donc pour la partie résidence, qui n'est pas la partie qu'on a le plus travaillé, parce qu'on savait que Art en résidence avait un projet de travailler dessus. Donc malgré tout, on a établi donc un tarif pour une petite structure de 400 € par semaine. On parle argent là. Hein. Pour une structure moyenne de 600 € par semaine et pour une grosse structure de 850 € par semaine. Alors ça fait 3400 € par mois pour une grosse structure. Ça peut paraître conséquent, mais il ne faut pas oublier que les artistes, sur ces sommes, ils repayent toutes leurs charges sociales, qui sont quand même importantes. On peut avoir du 15-20% de charges, et que les artistes n'arrivent en général pas en résidence sans avoir travaillé avant. En fait, ils travaillent avant, ils travaillent après, mais le temps de résidence est le seul temps de rémunération. Ensuite, en termes de méthode de travail, on a fait des allers-retours évidemment au sein de la commission, c'est-à-dire que le petit groupe de 3 personnes donc, a travaillé et a apporté ses idées et ses chiffres. Ensuite, on a présenté notre projet au sein de la commission plus élargie de 7, qui nous a fait des retours. Retours qui ont eu des conséquences. Par exemple, sur le pourcentage, parce qu'on a des droits d'exposition par mois dans le cadre des expositions. Hein. Et donc, on avait rajouté un pourcentage par mois supplémentaire de rémunération pour l'artiste. Donc, le pourcentage qu'on avait mis semblait un petit peu trop élevé à certaines personnes. Donc, on l'a un petit peu diminué. De la même façon, le découpage en 3 catégories de structures, en termes de chiffres, au départ, on était parti sur le budget global des structures. Et c'est pareil, à force d'échanges, il a semblé plus logique de parler de budget artistique global des structures, c'est-à-dire d'évacuer la question des salaires et puis des charges courantes de bâtiments, etc. Donc, c'est en fonction du budget artistique de la structure. Ensuite, en fin de travail, on a fait une réunion à nouveau avec le CAP et avec le réseau Astre pour un peu confronter les différentes chartes. Voilà. En termes d'attention à avoir, ce qui était important pour nous, c'était qu'il y ait une ligne spécifique pour la rémunération des artistes. Parce qu'on voit trop souvent des budgets. Alors là, à nouveau, hein, on n'était pas que dans les résidences, hein, on était aussi dans les expos et autres moments de la vie d'un artiste. Hein. Donc, on voit trop souvent des budgets globaux, hein, d'un budget qu'on donne à l'artiste, qui ne spécifie pas qu'il y a à la fois la rémunération, la création, le déplacement, etc., etc. Donc, on peut avoir l'impression qu'il y a un budget important pour l'artiste, alors qu'en fait, après, il lui en restera presque plus rien. Et ce qui est intéressant quand on détaille, donc plus on détaille, on a détaillé comme ça, on a détaillé toutes les tâches des artistes, les accrochages, décrochages, présence au vernissage, rencontres, trajets. On n'a pas mis rédaction de texte, par exemple, mais on aurait pu rajouter rédaction de texte. Les artistes sont souvent invités à rédiger des textes sur leur travail. Et en fait, on se rend compte que plus on détaille, plus ça permet de visibiliser le travail des artistes. Et ça permet de le visibiliser auprès de nous, mais aussi auprès des financeurs, en fait. Et pour avoir de l'argent, pour les lieux de diffusion, que ce soit résidence ou expo, effectivement, on demande de l'argent aux DRAC, aux régions, mais aussi aux collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales ont vraiment assez peu d'idées du travail de l'artiste. Et si on leur présente un budget avec une ligne de 1 000 € globale pour tout le travail artistique, la collectivité territoriale peut avoir l'impression que l'artiste est très bien rémunéré, alors que si on s'en réfère à ce qu'il va toucher réellement, ce sera très peu. Donc il faut vraiment séparer la rémunération du reste.
pour que ce soit visible et puis pour que les personnes qui ne sont pas les plus impliquées le comprennent. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous apporter ton témoignage sur l'intérêt de poser ces questions aussi à un niveau territorial, et qu'est-ce que ça produit finalement de réfléchir ensemble sur les artistes, sur les structures, sur le territoire plus globalement? Alors, ce que ce référentiel produit, déjà, c'est de parler du sujet, parce qu'effectivement, il faut en parler, et il faut dire et redire que les artistes ne gagnent pas leur vie. Je ne sais pas si c'est un petit peu un tabou, mais c'est vrai qu'on a envie que les choses avancent un petit peu plus vite sur ces sujets-là. Ensuite, ça a des conséquences assez positives dans notre région, mais il faut dire que la région est assez moteur. Elle a compris, la région Centre-Val de Loire a compris les difficultés financières des artistes, et elle a une vraie volonté d'améliorer la situation. Donc ce référentiel, elle le prend en compte et elle le met en copie de tous ces appels à projets à l'heure actuelle. Donc, quand elle a fait un appel à projet auprès des collectivités territoriales, comme elle l'a fait il y a peu de temps, il y avait en copie le référentiel et notre charte de déontologie, pour que tous les acteurs, les actrices qui ne sont pas suffisamment en habitude de nos pratiques comprennent un petit peu mieux le sens de la démarche et de la nécessité de rémunérer les artistes. Alors pour autant, le référentiel n'a pas force de loi. Donc voilà, il n'a pas force de loi. On est vraiment dans de l'incitation. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que la région conditionne ses subventions au respect de cette charte et de ce référentiel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on espère que ça va le devenir, peut-être d'abord à force de pédagogie et puis après de manière un peu plus officielle. Et toujours est-il que la DRAC et la région devraient normalement signer officiellement notre charte et notre référentiel au mois de novembre, ce qui est un poids supplémentaire pour nous et puis auprès des diffuseurs. Ensuite, pour les structures, parce qu'effectivement pour les structures, parfois les tarifs qu'on indique, ça les oblige à passer un cap. Donc c'est accueilli de manière variable, plus ou moins enthousiaste. Certains pratiquent déjà ces tarifs-là, d'autres non. Alors nous, ce qu'on dit à nos structures, et certaines l'ont fait, donc on a une structure qui justement a utilisé notre référentiel pour demander plus d'argent à son financeur. Et le fait qu'il y ait le référentiel, le fait que les chiffres soient écrits, le fait que ce soit dans un cadre un petit peu officiel avec la région, la DRAC, qui est vraiment des lignes rémunération, elle a demandé une augmentation de budget pour sa structure, et elle a spécifié que c'était dans l'objectif de mieux rémunérer ses artistes. Et elle l'a obtenu. Donc ça, c'est un bel exemple, et c'est ce vers quoi on pousse les structures, c'est de demander plus d'argent, mais de l'amener directement aux artistes. Voilà. Et la région a également une attention maintenant sur les sommes qui sont versées en rémunération aux artistes, ce qu'elle ne faisait pas avant. Avant, la région n'était pas consciente de ce problème, mais maintenant on a expliqué à la région qu'il fallait qu'elle regarde la ligne rémunération des artistes et qu'il fallait qu'il y ait une ligne rémunération des artistes dans les contrats. Après, pour les artistes, c'est pareil, c'est aussi c'est toujours encourageant quand on a un référentiel sur lequel s'appuyer. Donc on a des retours d'artistes qui s'appuient dessus. C'est pareil, ça nous fait une base plus ou moins officielle, qui est quand même portée par la DRAC et la région, parce que c'est la DRAC et la région qui financent nos activités quand même. Voilà, après l'artiste, comme ça n'a pas force de loi, l'artiste il reste malgré tout en position de faiblesse par rapport à une structure qui lui dirait, mais écoute, moi je peux pas aller vers ce tarif-là, voilà, ce sera ça. Pour l'instant, ça n'a pas force de loi. Mais ça renforce. Et puis le fait d'être en groupe, d'être soutenu derrière par le réseau, la région, la DRAC, ça renforce quand même largement les artistes. Et donc pour répondre à ton autre question qui est la présence des artistes au sein du conseil d'administration, alors là je vais faire un petit historique du réseau dans la région. Donc il a débuté en 2018 parce que la région ne savait pas très bien à qui s'adresser en termes d'art visuel, et elle s'est adressée à un petit groupe de personnes qu'elle connaissait en lui demandant de créer un saut d'avis. Et dans ce petit groupe de personnes, il y avait des artistes. Il n'y avait pas que des lieux de diffusion, il y avait des artistes. Et donc
tout de suite, ce groupe a décidé de monter une association et de créer un réseau régional parce qu'il n'y en avait pas dans notre région, ça manquait vraiment, les gens ne se connaissaient pas assez. Et donc comme d'emblée, il y avait des artistes à la base de ça, l'association s'est créée, le conseil d'administration s'est créé, il y a tout de suite eu des artistes au conseil d'administration et il y a tout de suite eu un artiste à la présidence du conseil d'administration. Et donc ça c'était en 2018, en 2020 on a rendu le saut d'avis, l'association Devenir Art a continué sa route, en restant sur la même dynamique, c'est-à-dire qu'il y a toujours, depuis 2018, un ou une artiste à la présidence, à la coprésidence, on est 3 présidents, il y a toujours un ou une artiste à la coprésidence du réseau. Et donc depuis 2020, c'est moi. Et donc d'expérience, moi je trouve ça mais fondamental et vraiment positif qu'il y ait des artistes qui soient à ces endroits-là, à ces endroits où on structure, les arts visuels, où on essaye de faire avancer les choses. Parce que finalement, il n'y a que nous qui connaissons nos problèmes, il n'y a que nous qui pouvons les dire clairement, franchement. Là, c'est sur des questions d'argent, mais ça peut être sur d'autres sujets. Voilà, moi je trouve que c'est fondamental qu'il y ait des artistes dans ces structures, pas que dans des associations, dans leurs petits coins, mais à ces endroits décisionnels et qui participent aux prises de décision. Et je le vois dans le réseau parce que très souvent je fais revenir la question sur la rémunération de l'artiste. Je suis un peu têtue, des fois j'ai l'impression d'embêter le monde, mais c'est vrai que de manière récurrente, je dis « et alors ?» et la rémunération des artistes. Alors c'est difficile, on ne fait pas de miracle non plus, et puis on n'a pas, il n'y a pas 10 fois plus d'argent dans les structures, donc ça ne fait pas de miracle, mais ça impulse quand même quelque chose, et ça rappelle de manière récurrente qu'il faut se poser cette question de la rémunération des artistes. Voilà. Merci. Donc n'hésitez pas à prendre le référentiel disponible à la sortie. Je précise que le contrat évoqué par Simon et le contrat type de résidence évoqué par Simon et Nathanaël tout à l'heure est aussi disponible donc dans le guide du CNAP qui est aussi sur la table à prendre en sortant. Alors, pour évoquer notre dernier sujet qui est revenu à plein de reprises aujourd'hui dans les différentes tables rondes, Émilie, partir en résidence, c'est pas facile pour tout le monde, notamment quand on a une famille, que ce soit un conjoint, une conjointe ou des enfants. Exactement. C'est un sujet qui nous touche aussi en résidence parce qu'on observe clairement que vie de famille rime souvent avec baisse des candidatures en résidence. On a donc ce chantier évoqué par Nathanaël tout à l'heure. On s'est naturellement tourné vers Nora Wada et Émilie McDermott, donc cofondatrice de Reproduction. Il nous paraissait intéressant de vous tendre un micro à ce sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe de recherche, le sondage que vous avez mené auprès des artistes mères et les éléments saillants qui ressortent sur la question des résidences? Oui, j'attends peut-être juste que si jamais on avait des petites présentations, mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir, on est vraiment ravis de participer aujourd'hui et notamment de terminer la journée puisque, comme tu le dis, la question des résidences d'artistes pour les parents, elle a été un peu en filigrane dans la journée. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler de notre projet de recherche qui s'intitule Reproduction, mais je vais vraiment focuser sur la question des résidences d'artistes. Donc, Reproduction, penser la maternité dans l'art contemporain. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler beaucoup de maternité, mais bien évidemment, il s'agit de parentalité aussi. Seulement, comme souvent, la question se pose vraiment de manière structurelle et impactante, plus pour les femmes artistes et mères à l'heure actuelle que pour les pères, mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas tout le monde. Donc c'est une question vraiment qui impacte également les femmes artistes et mères, mais également les coparents. Alors, ok.
J'ai un peu une mauvaise chance avec la technologie. Donc c'est la petite flèche. Ouais. Commence par... Ouais. Bon, non, j'appuie sur la flèche. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez passer peut-être la Ouais, slide la suivante slide suivante. Ce sera plus facile parce que ça marche pas. Donc, bon, en attendant, donc, Reproduction est un projet de recherche qui a été créé il y a 2 ans par Noura Wada et moi-même. Et c'est un projet qui est vraiment né d'une expérience tout d'abord subjective, qui était la manière concrète dont la maternité impacte la carrière des femmes artistes et mères. Respectivement, on a vraiment vécu cet impact de manière assez brutale, assez soudaine, même si différente. Et donc, on a voulu questionner en fait cette problématique auprès de différents artistes et surtout essayer de l'évaluer de manière qualitative et quantitative de façon à tirer des conclusions et à acter un changement. Parce qu'il s'agit dans notre cas pas seulement de dénoncer, mais surtout de changer de manière collaborative avec des institutions, avec des partenaires. Donc reproduction, c'est avant tout ce qu'on appelle en anglais un field work, c'est-à-dire que ça prend vraiment racine dans la réalité. On a lancé il y a 2 ans un questionnaire auprès, à présent, il y a près de 150 artistes qui nous ont répondu. C'est un questionnaire qui est qualitatif et quantitatif et qui réunit différentes questions, par exemple celle des résidences artistes, celle de l'accueil de la grossesse pour l'artiste, celle de la question des galeries, des indemnités, donc une variété, une quinzaine de questions en tout. Reproduction est soutenue donc, par l'association l'AA, et également par la branche diversité égalité menée par Agnès Salle du ministère de la Culture. Et on a su identifier à l'issue de ce questionnaire à peu près 4 grands freins dans la carrière des artistes femmes et mères. Le premier frein, c'était la question de la rémunération. Donc c'est souvent, il y a un blocage au niveau des indemnités maternité. Ensuite, un frein conséquent, c'était la question... c'était voilà la question ça reviendra après la question des résidences d'artistes. Donc, on va aborder cette question-là. Ensuite, il y avait également la question donc, de la gestion du temps, de l'organisation. Donc, par exemple, typiquement, quelque chose qui revient souvent, qui est les vernissages le soir. Donc, c'est souvent un problème pour les parents artistes. Et puis, enfin, le 4e frein, qui était l'absence de discussion dans les écoles d'art, donc pour les artistes en devenir. C'est-à-dire que c'est souvent une découverte au moment de la parentalité que l'artiste découvre en fait les obstacles qu'il ou elle, dans notre cas, peut rencontrer. Donc là, vous avez quelques exemples de freins. Donc, la slide suivante. Donc là, on va mettre le focus sur la question des résidences d'artistes et en quoi c'est un frein. Donc, en fait, un chiffre, par exemple, qui est assez parlant, quand je vous disais que c'était un questionnaire qui était également quantitatif, plus de la moitié des artistes qui ont répondu à notre questionnaire ont témoigné avoir renoncé à une résidence d'artiste. Donc, on peut se demander pourquoi ce renoncement. Donc je vous invite à la slide suivante également. Donc en fait, il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est une méconnaissance, c'est-à-dire des résidences d'artistes qui seraient parent-friendly, comme on dit en anglais. Donc c'est pas uniquement le fait qu'ils
qu'il n'y a pas assez de résidences artistes qui accueillent les parents artistes, mais aussi qu'il y a une méconnaissance et aussi une autocensure, en fait, où les artistes ne vont pas oser postuler. Ensuite, évidemment, le refus clair de certaines résidences d'accueillir les familles et les parents. Donc ça peut aussi être un frein et ça peut décourager l'artiste de mener plus de recherche. Et en ça, le fait d'incorporer cette dimension dans une guideline, ça peut aider aussi à aller au-delà de ce refus. Évidemment, et ça c'est vraiment le point crucial, c'est les difficultés au niveau des aides financières, au niveau des aides logistiques. Ce matin, on parlait de comment incorporer la résidence d'artiste dans une économie. On y est typiquement, c'est-à-dire si on fait une résidence de 3 mois entre le mois de novembre et le mois de janvier, comment est-ce qu'on déplace sa famille, ou alors si on ne la déplace pas, comment est-ce que nous on se rend à cette résidence tout en laissant derrière nos enfants. La question aussi de la collaboration avec des partenaires locaux, donc des crèches, des écoles, donc cet éventail de questions logistiques et organisationnelles qui se posent. Donc en fait, on aime souvent voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, même si Reproduction, c'est un projet qui est vraiment spécifique à la France, parce que la France on n'a pas voulu faire quelque chose d'international puisque chaque pays est très différent, mais les pays anglo-saxons, surtout le Royaume-Uni, mais également les États-Unis, ont pas mal d'avance sur ces questions-là. Et donc, vous trouverez quelques exemples en fait de résidences d'artistes qui ont vraiment décidé de prendre à bras le corps cette question. Aux États-Unis, le Sustainable Arts Foundation, c'est une fondation, comme souvent aux États-Unis, qui donne des bourses à la fois aux artistes parents, mais aussi aux résidences qui accueillent les artistes parents. Ensuite, Artist Residency in Motherhood, c'est une résidence qui est intéressante parce qu'elle est complètement malléable. Elle peut être faite de chez soi, donc ça questionne même l'ontologie de la résidence artiste. Et elle peut être faite de manière fragmentée. C'est très intéressant, je vous invite à aller voir leur site. Et il y a également une bourse. Ensuite, The Interlude Artist Residency a été créée tout récemment. C'est dans l'État de New York et ça accueille exclusivement des parents artistes. Et ce qui est intéressant quand on se renseigne sur cette résidence, c'est que on parlait tout à l'heure de la question de la recherche. Eux, ils incorporent carrément les enfants dans leur recherche. Donc, il faut que les enfants courent partout. Vraiment, il y a une espèce d'accueil comme quoi l'enfant fait partie du processus créatif. Donc, ça tranche avec la vision de l'artiste un peu seul, isolé. Et puis enfin, The Parenting Artist Residency. Voilà, donc ça, c'est des exemples. On a un Instagram Reproduction qui est assez actif, donc régulièrement, on relaie des partenaires, que ce soit à l'étranger, au Royaume-Uni notamment. À l'automne, il va y avoir un livre qui va sortir qui s'appelle « Comment ne pas exclure les mères artistes et tous les parents artistes ». Donc ça va être assez intéressant. Donc, je vous invite à regarder ça. Donc, on a voulu en fait terminer cette intervention par des témoignages, puisque c'est souvent aussi une manière impactante de vous montrer concrètement en quoi ça impacte les artistes. On a eu beaucoup de témoignages et donc on en a choisi quelques-uns. Donc la première, c'est lors de ma dernière résidence, ma famille n'était pas admise dans le logement de résidence et aucune aide financière ne m'était accordée. Alors on peut comprendre les difficultés que représente poursuivre une carrière artistique pour une artiste mère. De Kin Sohal. Donc il y a la version anglaise. Ensuite, Marina Legal, je ne tente plus de résidence depuis que je suis mère. Ça, c'est le cas, ce que je disais, d'autocensure, en fait. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler main dans la main avec les partenaires et être
parce que c'est pas quelque chose de binaire, c'est aussi le fait de s'interdire quelque part de postuler. Calypso de Bro, j'ai demandé à un lieu de résidence où j'avais été sélectionnée de bien vouloir décaler mon temps de résidence. J'avais en effet postulé avant de tomber enceinte et je devais accoucher pendant le temps de résidence. Ils ont cessé de me répondre suite à ma requête. En fait, ces témoignages, on pourrait se demander, est-ce que c'est pas un peu anecdotique, mais finalement, ça donne vraiment une voix à notre recherche qui peut être vue un peu de manière froide, hein, un peu, et par expérience, plus quelque chose va prendre un visage humain, on parlait tout à l'heure d'un contexte humain, plus ça va aussi parler à nos interlocuteurs. Donc, les revenus des résidents sont parfois indécents, spécialement quand il faut élever un enfant. On en revient. Et la proposition que j'entends, qui consisterait à proposer des garderies dans les résidences, est complexe. Les enfants sont quand même rapidement scolarisés et ne peuvent pas être trimballés pour 1, 2, 3 mois, n'importe où et n'importe quand. Cela revient d'ailleurs souvent à déléguer à d'autres femmes la garde des enfants quand les pères ne peuvent pas prendre ce relais, ou les coparents. Ce système contraint les choix de parentalité. Je vois plein d'artistes trentenaires aller de résidence en résidence en laissant leurs affaires chez leurs parents, comme des SDF. Les revenus des résidences ne permettent même pas de conserver le paiement de leur loyer. Donc là, Clara, tu parlais ce matin, on est vraiment là-dedans. Et surtout, apparaît ici un concept intéressant qui est celui de la relation de classe. C'est-à-dire, souvent, voilà, qui dit garderie dit babysitteuse, mais cette personne-là qui garde ses enfants, donc on est aussi dans ces questions aussi intersectionnelles dans ce témoignage-là. Et enfin, beaucoup de résidences ne nous sont pas accessibles. Et généralement, j'essaie de ne pas partir en voyage plus de 2 semaines loin de ma famille, ce qui coupe pratiquement toutes les possibilités de résidence. Mais quand j'ai un projet sur un territoire précis et que j'ai identifié une structure, je n'hésite pas à contacter pour voir si quelque chose peut se faire pendant seulement quelques jours. Être dans cette démarche induit de ne pas être sur des résidences financées, mais elle me permet de pouvoir avancer sur des projets et parfois avoir 1 ou 2 programmes présentés localement. Donc on a voulu terminer sur ces témoignages, comme je vous disais, pour donner une voix, puisque notre recherche est fondée sur ces voix-là. Mais pour les next steps, actuellement, on est en train de mettre en place un sondage qui serait plus quantitatif, donc qui permettrait justement de chiffrer et de pouvoir du coup être dans une action plus concrète avec les institutions et les partenaires, et de pouvoir aussi questionner cette problématique du genre. C'est-à-dire si on a un questionnaire chiffré, on pourra mieux dire typiquement tel pourcentage d'artistes femmes et mères ont renoncé aux résidences d'artistes, et à contrario, tel pourcentage d'hommes artistes ont renoncé ou non. Donc ça permettra vraiment d'être très précis aussi. Merci. Si vous avez des questions. Merci. Donc, effectivement, c'est un sujet un peu compliqué avec plein de dimensions à prendre en compte. Mais pour abonder sur la question de l'autocensure, on en a parlé, mais c'est vrai que dans le cadre du groupe de travail accueil des familles en résidence en interne au réseau, on s'est aperçu avec surprise, en allant regarder dans le détail quelles structures, auprès de tous les membres, les unes après les autres, quelles structures accueillaient les familles. Finalement, il y en avait beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Simplement, personne ne le dit. Et voilà, donc c'est aussi, il y a aussi un enjeu de communication, de meilleure communication et de lisibilité sur ces possibilités. Merci Émilie. Est-ce que le timing nous permet peut-être de prendre 1 ou 2 questions dans la salle, s'il y en a, ou en ligne?
Oui, c'est pas forcément une question, c'est plus pour rebondir sur cette question de lisibilité, de transparence qui va dans le même sens que le contrat et que de tous les outils que vous êtes en train de mettre en place côté ministère ou dans les réseaux, qu'ils soient territoriaux ou nationaux. Il y a des artistes présents dans chacune des tables rondes, mais on est beaucoup entre structures organisatrices sur ces 2 jours. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on doit être toujours dans une situation équitable. Et c'est pour ça que parler des attentes et des enjeux du côté de la structure et du côté de l'artiste, c'est très important de savoir ce qui est attendu. C'est les questions aussi de restitution qui ont été beaucoup posées. Elles répondent beaucoup à nos attentes et à celles de nos financeurs et de nos partenaires aussi. Mais du coup, c'est important d'entendre les attentes et les besoins des artistes, mais de ne pas non plus du tout être dans quelque chose d'assistanat. On n'est pas en train d'offrir quelque chose à l'artiste, c'est pour ça qu'il y a une rémunération. On est en train de donner un cadre de travail à des travailleurs indépendants. Et du coup, cette question de la négociation et de cette écoute et de cette discussion, elle est importante. Donc voilà, c'était juste ça que je souhaitais rajouter. Bonjour, 2 questions. Concernant cette dernière question que vous venez de mentionner, qu'il y a beaucoup plus des structures qui accueillent des familles qu'on pourrait penser, je pense que le réseau professionnel art en résidence, si j'ai bien compris, il y a une espèce de répertoire des résidences en France. Est-ce qu'il n'aura pas moyen de mettre, par exemple, des cochers, des cas family friendly, on peut amener des chiens, on peut ceci, cela. Ça serait plus facile de faire une recherche, je veux dire. Deuxième question, sur la question des barèmes, c'est très intéressant. Vous avez parlé surtout des barèmes pour les résidences, mais aussi pour des barèmes pour expo, rémunération des artistes plasticiens, parce que bon, on sait que le statut d'artiste pour les artistes performing arts, c'est autre chose. Mais pour quel autre cas est-ce que vous avez élaboré ces barèmes et ces tableaux de rémunération à part résidence et expo, juste pour savoir plus ou moins? Merci. Je reprends moi-même le papier. On a fait pour les ateliers de pratique artistique, les rencontres publiques, conférences, présentation de son travail. Mais on était tout à fait conscient qu'on pourrait le faire pour les rémunérations des régies d'exposition, par exemple. En fait, il est en devenir ce tableau. On peut le continuer sur d'autres sujets, hein. On a fait ce qui nous semblait le plus urgent. Et peut-être sur la question de la lisibilité, merci parce que ça me permet de compléter, peut-être clarifier mon propos. Effectivement, c'est bien le travail qu'on essaye de conduire avec Art en résidence, hein, d'identifier ce qui est en gros le socle commun, les éléments qui doivent être mis en place dans une résidence, qui d'ailleurs peuvent être variés, mais dont certains doivent être en tout cas présents, et ce qui relève du service en plus, de la spécificité de certaines résidences, et de manière à les identifier pour pouvoir aussi les valoriser. Donc l'idée, c'est bien ça, de pouvoir s'y retrouver en fait dans l'offre de résidence, et aussi de favoriser ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire une transparence. L'idée que lorsqu'on s'engage dans une résidence à un endroit, on sait ce qui va nous être offert, on sait quelles sont les conditions de travail qui vont nous être proposées. Voilà. En fait, je rebondis sur ta question. J'en parle au passé, en fait, de cette commission rémunération, parce qu'on l'a fait il y a 1 an, notre charte et notre référentiel de rémunération. Et en fait, on avait beaucoup travaillé dessus et on en avait un petit peu marre de parler d'argent constamment. Donc, notre commission s'est mise au repos pendant 1 an. Voilà. Mais là, en fait, on va en reparler au présent à la rentrée, et on a remis notre commission en route là dès le mois de juin, et on a le projet de continuer à travailler sur la question de la rémunération des artistes, en dehors de cette charte, des moyens de trouver de la rémunération des artistes, et entre autres, on en parlait ce matin, de s'inspirer de ce qui existe dans le monde du spectacle vivant, et des artistes non pas en résidence, mais
Artistes associés, voilà. On voudrait rebondir sur la question des artistes associés pour essayer de pousser un petit peu par chez nous, aux régions, DRAC, etc., pour imaginer ça pour les artistes plasticiens. C'est tout à fait simple, possible. Il faut donner l'impulsion. Voilà. Sur la grille de rémunération, c'est réseau Astre, c'est ça, hein? Ou Devenir Art? Devenir Art. Pardon, autant pour moi. Devenir Art. Les Sodavis ont été à l'origine de pas mal d'initiatives de ce type partout en France. Et c'est vrai qu'on a assisté depuis 2020-2021 à l'apparition de plusieurs chartes comme ça. Enfin, de grilles, pardon. Tout ça accompagné d'une grille aussi, celle de DCA. Ensuite, la lettre du ministère qui recommandait l'application de barèmes dans les mêmes proportions d'ailleurs. Moi, ce qui m'interroge dans tout ça, c'est, au fond, ça ne répond pas à la question. C'est-à-dire que on voit que l'essentiel des moyens qui sont mis sur la table sont gagés sur fonds publics. Et l'exemple que vous avez cité de cette structure qui a fait apparaître l'augmentation de la rétribution de l'artiste dans sa demande de subvention, en disant que il y a eu une réponse favorable, mais j'allais dire, il faudrait que ce soit 100% des sollicitations qui aillent dans ce sens. Pareil, l'artiste associé, ça me semble être une réponse qui n'est pas à la hauteur non plus, dans le sens où il y aura un artiste associé par région, ou par département, ou par grande ville, ou par... mais la problématique, elle est bien plus large que ça. Donc, je m'interroge sur 2 points. Le premier, c'est est-ce que dans les perspectives du ministère de la Culture, est-ce qu'il y a des avancées significatives en termes de rééquilibrage peut-être de financement, 1, sur les arts vivants, 2, sur les arts plastiques, et ensuite, toutes ces grilles qui sont apparues partout en région nous montrent qu'il y a une espèce de mosaïque de tentatives qui fonctionnent, mais qui n'ont pas pour effet, on va dire, d'établir un standard au niveau national, par exemple. Et du coup, ça peut créer des iniquités ou des différences de traitement selon les régions. C'est très compliqué. Donc, on voit bien qu'on progresse et on avance, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça répond vraiment aux enjeux. Et en disant ça, hein, je me mets dedans, il n'y a aucun problème. Je sens que c'est pour moi. En termes de rééquilibrage, je ne pourrais pas aller évidemment au-delà des prérogatives avec un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que les budgets en matière d'art visuel et la proportion de soutien aux arts visuels a augmenté sensiblement ces dernières années. Et notamment, par exemple, si on prend la question des résidences artistiques, on est passé de quelque chose, je ne parle pas des dispositifs spécifiques de l'Académie de France à Rome, mais simplement du soutien aux résidences artistiques dans ce qu'on appelle le déconcentré, c'est-à-dire sur les territoires, dans les budgets des DRAC. On est passé de l'ordre de 700 000 € à 1,5 million en quelques années. Donc il y a une progression. Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux? Ça, c'est une autre question, mais il y a une progression significative. Sur la question des barèmes et de leurs effets, d'abord une précision. On n'a pas la possibilité, et on ne le souhaite pas, mais par ailleurs, on n'a pas la possibilité de réglementer les rémunérations. Ça n'est pas possible juridiquement. Le ministère de la Culture ne peut pas dire, et je pense que personne ne le souhaite, un artiste, ça se rémunère tant. Donc ce qu'on a fait concernant le droit d'exposition, c'est créer un usage là où il n'y en avait pas. Il y avait un droit, le droit d'auteur, le droit d'exploitation des œuvres qui n'était pas honoré, qui n'était pas mis en œuvre. Donc on a voulu créer un usage. C'est pour ça qu'on a travaillé avec DCA, c'est pour ça qu'il y a eu la publication de cette lettre du ministère de la Culture en définissant une rémunération minimale.
en dessous de cette rémunération minimale, effectivement, la somme versée peut être considérée comme injuste, non proportionnelle au travail fourni. Donc, on crée une situation voilà, nouvelle. Les effets de ces différentes mesures, des barèmes dans les régions, ils vont mettre du temps à se ressentir, mais ils sont très importants, et ce que vous avez dit est extrêmement important, c'est-à-dire le fait de renseigner les différentes catégories de rémunération, c'est extrêmement important parce que ça nous donne aussi, nous, pouvoirs publics, une vision sur la diversité de ce qui constitue une rémunération artistique. Et cette observation nous permet de défendre des budgets, de positionner nos politiques, alors qu'on pouvait être dans une situation finalement de méconnaissance, puisque tout était globalisé. Donc on ne voyait pas ce qui représentait, ce qui recouvrait les droits d'auteur, ce qui pose aussi des problèmes en termes de fiscalité. Enfin, voilà. Donc tout ça va dans un sens en fait de professionnalisation et d'une meilleure observation du secteur. Et ça va avoir, et je suis très content de votre témoignage concernant la région Centre-Val de Loire, avoir un effet aussi lorsque les collectivités territoriales rejoignent cette dynamique. Donc voilà, je pense que la progression, elle est certes progressive, trop progressive par rapport à la situation des artistes, on le sait bien, mais il y a eu des avancées significatives. Moi, j'abonde complètement dans ce que vous avez dit. Effectivement, il faut... plus on prendra conscience des problèmes financiers des artistes, et plus on en fera prendre conscience autour de nous toutes les personnes impliquées. Et c'est pour ça que la présence des artistes dans les conseils d'administration, dans les lieux de structuration des arts visuels, elle est importante. Parce que voilà, c'est difficile de dire et de redire ces problèmes-là. Et effectivement, pour l'instant, tout ça ne suffit pas et ne permettra pas aux artistes de gagner leur vie demain. Et donc, il faut continuer. C'est pour ça qu'on continue notre commission. Alors, je vous propose qu'on poursuive peut-être les échanges un peu plus informellement au bar, parce qu'on doit malheureusement libérer la salle. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre au bar du Carreau. Je voulais, pour clôturer, remercier l'équipe technique là-haut, mais aussi les traducteurs simultanés qui ont œuvré toute la journée pour que les débats soient accessibles à notre public anglophone. Je voudrais aussi rappeler le programme de demain, puisqu'on se retrouve ici à partir de 10h pour une 3e table ronde qui a pour thème le développement des pratiques professionnelles en Europe, qui sera modéré par Grégory Jérôme. Vous êtes aussi invité à poursuivre la soirée ici même à 19h pour la projection du film de Marie Lauzier, The Ballad of Genesis and Lady J. C'est une proposition de Senso Project en présence de Marie Lauzier et qui sera suivie d'un échange et débat avec Patrice Javot. Merci.